il ne vous a pas échappé, d'ailleurs c'est pour ça que vous êtes, j'imagine, venu, aussi bien pour notre conférencier Pierre Defraigne, mais aussi parce que vous êtes interrogé sur l'avenir de la construction européenne, le fait que nous sommes sous des multiples pressions externes, que ce soit l'arrivée du nouveau président américain, l'attitude des Turcs, des Russes, et puis à l'intérieur de la maison, les dissensions entre ceux du Nord, ceux du Sud, les problèmes de la zone euro, le Brexit. On peut allonger la litanie des tensions internes et externes qui mettent en crash test ou en mode de test l'Union européenne, notre maison, nos institutions. Vous avez sans doute pris connaissance aussi du livre blanc que le président Juncker vient de publier, qui amène aussi à tout un tas de réflexions, de développement qui vont se poursuivre dans les mois prochains pour essayer de voir sous quel angle les États membres veulent relancer, consolider, reformer, en tout cas donner une nouvelle dynamique, nous l'espérons, à la construction européenne. Et donc, ça nous a paru judicieux à la FFPE, puisqu'on est la Fédération de la fonction publique européenne, donc on s'intéresse à la construction européenne, aussi à l'avenir de tous les collègues ici qui ont décidé de faire carrière dans les institutions, donc qui s'intéressent et qui sont désireux de voir le projet européen prospérer. Il nous a paru judicieux de faire cette conférence maintenant, alors que le livre blanc vient de sortir, qu'on va bientôt fêter l'anniversaire du TT de Rome le 25 mars prochain, et que tous ces dossiers sur comment réorienter, comment reconfigurer la construction européenne pour la remettre sur de meilleurs rails sont à l'ordre du jour de tous nos chefs d'État. On a trouvé judicieux aussi d'inviter Pierre Defraigne, qui est un grand connaisseur de ces questions, qui a été fonctionnaire ici 30 ans, et directeur général adjoint à la fin de sa carrière de la DG Trade, qui est maintenant directeur exécutif du centre Madariaga, du philosophe espagnol, bien connu. Fondateur du Collège d'Europe. Fondateur du Collège d'Europe, c'est pour ça que le centre Madariaga est hébergé par le Collège d'Europe, et que c'est évidemment un think tank qui s'occupe justement de mener un débat citoyen autour de ces questions de promotion, de compréhension et de développement de vision sur l'Union européenne. Et donc aujourd'hui, on est désireux de l'entendre. Il nous a trouvé un titre assez alléchant pour notre conférence d'aujourd'hui, Impasse de l'Europe marché, parce que jusqu'à présent c'est quand même beaucoup construit sur l'Europe marché, et promesse d'une Europe projet, alors projet au pluriel, parce qu'on ne sait plus finalement lequel, enfin il y aura in fine, j'espère, un projet sérieux et solide qui sortira des réflexions qui sont en cours. Et mais le débat, avec d'abord son introduction et sa présentation d'une vingtaine de minutes, permettra d'éclairer un peu le débat actuel. Et puis ensuite, l'échange avec la salle, qui pourra se faire en français ou en anglais, tout à l'heure, permettra de faire contrebalancer les différents points de vue et d'animer la réflexion entre nous. Voilà, je ne vais pas rester plus longtemps, je crois que vous attendez plutôt Pierre Defraigne que moi, donc la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, chers collègues, d'avoir pris la peine de venir passer une heure avec nous à l'heure du déjeuner. Les minutes sont comptées, nous dit-on dorénavant. Et donc, j'apprécie beaucoup que vous prêtiez à un dialogue, car ces questions, bien sûr, impliquent une expertise, et forcément, avec le temps, on en accumule une. Elles impliquent aussi, je crois, beaucoup de volonté et d'enthousiasme pour faire advenir ce qui est nécessaire. Et on est aujourd'hui, c'est vrai, devant une crise à plusieurs dimensions, plusieurs crises en même temps. On dit souvent que l'Europe progresse par crise, c'était la thèse un peu d'Herman Van Rompuy. Pas à pas, la crise déclenche le sentiment du besoin et du coup la volonté pour donner une réponse. C'est une recette que nous n'appliquons plus. Et nous accumulons les crises et donc on peut espérer à un moment donné qu'avec ce paquet de crises que nous accumulons, ou dedans et au dehors, on va faire un grand bond en avant. C'est dans cet esprit-là, en tous les cas, que moi je vais vous parler. Je ne vois pas l'Europe disparaître. Je ne le vois pas parce que je constate que s'il n'y a pas de volonté du côté des chefs d'État et de gouvernement
qui sont désormais à la barre, une capacité de faire avancer l'Europe, il y a une forte volonté de ne pas la laisser se défaire. Il ne suffit pas la volonté de ne pas la laisser se défaire, la preuve c'est que les Anglais nous quittent. Et peut-être demain, les Grecs finiront par quitter l'eurozone. Cette affaire n'est pas terminée. Et à ce moment-là, bien sûr, une grande déclin qui est possible. Mais je ne verrai pas les choses comme ça a priori. Il me semble surtout que nous devons réfléchir et comprendre pourquoi nous sommes dans la difficulté, pourquoi quelque chose qui a, au fond, assez bien marché pendant longtemps ne marche plus, pourquoi nous avons touché aux limites de ce que j'appellerais le modèle fonctionnaliste. Pour ceux qui n'ont pas fait trop de politologie, et tant mieux pour eux, la méthode fonctionnaliste, c'est celle qui faisait l'hypothèse qu'en partant du marché, on arrivait à l'unité politique. Eh bien, cette hypothèse est fausse. En tous les cas, elle est démentie par les faits, ce qui est plus important encore. Rappelez-vous comment est née l'Europe. Je dirais, elle est née d'abord d'un grand coup de pied au derrière des Américains. La naissance de l'Europe, c'est le plan Marshall, où on donne un paquet énorme de ressources aux États européens en train de se reconstruire, mais à une condition, c'est qu'ils commencent à coopérer ensemble, c'est l'Union européenne des paiements, et à faire converger la libéralisation externe de leurs économies pour recréer tout doucement des échanges. Et ça se passe en 1948. Marshall 1947, l'Union européenne des paiements et l'Organisation économique européenne de coopération, même année. Et puis, dans l'esprit de Monnet, qui est quand même le grand initiateur, le grand inspirateur, comme l'appelait De Gaulle, de tout ça, il y a l'idée de passer tout de suite à l'union politique. Il sent le momentum. Il voit bien qu'il y a un rejet de la guerre, un rejet des nationalismes. Il se dit, c'est le moment d'y aller, on y va. Et il y a tout de suite un groupe qui se met au travail pour à la fois travailler sur une communauté européenne de la défense et, dans la foulée, une communauté politique, les deux étant liés, d'ailleurs par une disposition du traité de la CND, l'article 38. C'est l'idée de Monnet, c'est de faire l'Europe par la politique. Alors, il y a là-dedans un épisode qui a une grande valeur emblématique, mais qui n'est pas du tout le départ de l'histoire, qui est la CECA. La CECA est une réponse ad hoc imaginée par Monnet et Schuman pour permettre à l'Allemagne de revenir dans le jeu de la défense du continent, ce qui est un grand souci des Américains. Et on le fait en mettant l'acier et le charbon sous contrôle d'une autorité supranationale. Et on le fait à un moment qui est critique parce que la conjoncture de l'acier n'est pas bonne. L'acier travaille par cycle. Et il y a une crainte du côté français que les Allemands ne renouent avec les cartels de jadis. Et donc, la haute autorité va être une protection, une assurance, mais contre cette réédition des cartels qui ont évidemment aussi joué un rôle dans la tension France-Allemagne. Mais ce n'est pas la matrice de l'Europe à venir. Dans l'esprit de Monnet, c'est un palliatif. C'est la réponse à cette attente de faire rentrer l'Allemagne dans le jeu et de régler un problème par ailleurs de surcapacité en Europe. Il faut revenir au fil conducteur de la CED et de l'Union politique qui ont, la CED était signée, ratifiée par 5 parlements et bloquée par une coalition communiste et gaulliste à l'Assemblée nationale française en 1954, et donc, dans la foulée, la communauté politique a été pareillement enfouie. Et on est revenu alors sur un pis-aller.
qui est l'intégration économique. Et donc, il serait faux de dire qu'il n'y avait pas d'intention politique au départ, et encore plus faux de penser qu'on a vraiment cru à la théorie fonctionnaliste. En tous les cas, Monnet n'y croyait pas. Mais les professeurs, Jean Monnet, financé par la commission, dispense cet enseignement dans tous les centres Jean Monnet quelconque depuis le début des temps. C'est une théorie qui a la vie dure, et il faut vraiment la confronter au fait pour se rendre compte pourquoi elle est une impasse. Alors pourquoi est-ce qu'elle est une impasse? Bon, au début, tout va bien. Le marché donne l'impression qu'il donne de la croissance. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui interviennent, évidemment les transferts de technologie à partir des États-Unis, la négociation du GATT qui libéralise le commerce au niveau mondial, etc. Mais l'Europe ajoute un plus. Un plus. Ce n'est pas le facteur essentiel dans le succès de l'Europe à ce moment-là. Mais les choses se passent bien, on est entre soi, on se connaît, on a toujours vaguement l'idée que on arrivera un jour à quelque chose qui ressemblera à des États-Unis d'Europe ou comme ça. Mais on ne pousse pas les choses plus loin, on n'est pas pressé, et rappelez-vous, l'union douanière s'est faite en 10 ans, ça c'était remarquable, mais après on a commencé à tirer la langue et à ne plus bouger. Il a fallu attendre de l'or en 85 pour relancer le marché unique. Moi, je fais 3 reproches, avec la sagesse du rétroviseur. Hein, je ne les ai pas vus quand j'étais dedans, parce que j'ai travaillé sur un marché unique, comme tout le monde, ici, ou à peu près en Val-des-Vieux. J'y crois toujours, et je pense que c'était nécessaire de le faire. Mais simplement, qu'est-ce qui a foiré dans le marché unique? Ben, c'est une idée de Delors, et c'est une réalisation Thatcher. Delors disait qu'il faut un espace sans frontières. Il faut un dialogue social, il faut des fonds structurels. Les fonds structurels, ils sont là, mais ils ont rétréci à l'usage, en termes relatifs en tous les cas, et notamment pour les nouveaux élargissements. Le dialogue social, il a tourné court. La montagne a accouché d'une souris, pour des raisons qu'on discutera. Ne restait que cet exemple d'économie de l'offre qui a était la loi et les prophètes pour la construction du marché unique de 92. Et à ce moment-là, on a fait un marché unique qui était destiné à rester incomplet, il est toujours, télécommunications, digital, services financiers, énergie, industrie de la défense. Pas de marché unique digne de ce nom. Donc, le bénéfice du marché unique n'est pas général, et en tous les cas pas dans les secteurs stratégiques pour demain. Deuxième chose, pas de politique industrielle. Ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas commettre, c'est la politique industrielle. Il se trouve que j'ai quelque part une citation de Wilbur Ross, éminent politique américain, qui disait il faut que l'Amérique ait une politique industrielle à la mesure de celle de la Chine. En fait, la Chine essaie exactement de faire le contraire, c'est d'avoir une politique industrielle à la mesure de celle des États-Unis. Et l'Europe, elle compte les points, comme au tennis, clac, 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 mais elle n'est pas dans le coup parce que chez nous c'est tabou, c'est un méchant mot. Ayant été le chef de cabinet de Étienne d'Avignon, je n'ai évidemment pas la même conception de la politique industrielle. J'ai d'ailleurs 2 collègues, Jacques Sunens et Fian Tellias, qui savent, eux, ce qu'il en est d'une politique industrielle active. Where you pick the winners, ça marche. Ça marche. La Corée du Sud ne s'est pas fait autrement. Je pourrais citer 10 exemples. Il n'y en a pas beaucoup plus d'ailleurs, parce que ça marche rarement. Il faut être malin, il faut bien gérer ça. Troisième chose que le marché unique n'a pas, c'est le plus grave, c'est l'harmonisation sociale et fiscale. On a organisé la concurrence fiscale et la concurrence sociale. C'est délibéré. On a voulu le dumping social et on a voulu que la concurrence fiscale avantage les grandes compagnies qui pouvaient se déplacer leurs profits à l'intérieur de la communauté à travers le marché unique et puis après la monnaie unique. Et
donc il y a là un choix délibéré de casser le modèle social européen, qui est quelque chose qui n'a jamais existé. L'Europe sociale est un mythe, c'est un thème à discours. Oui, si on se compare aux États-Unis et à la Chine, il y a une Europe sociale. Mais elle est faite de quoi? D'une mosaïque de systèmes sociaux nationaux mis en compétition par qui? Par l'Europe, à travers la concurrence sociale et la concurrence fiscale. Mais ça, apparemment, ça n'a toujours pas pénétré le cerveau des gens qui nous dirigent et que ça embarrasse finalement, et autant ne pas en parler trop, c'est plutôt comme ça qu'on voit les choses. Et je vois la misère qu'on rencontre pour faire passer la directive sur les travailleurs détachés, ou qu'on a pour faire l'assiette commune pour la taxation des entreprises, ça donne une idée de la difficulté où nous sommes. Alors, c'est grave de ne pas avoir eu un marché unique, complet, doté d'une politique industrielle et également flanqué d'une fiscalité et d'une protection sociale harmonisée. Parce que, forcément, vous faites moins de croissance, et notamment dans les technologies qui comptent, et vous répartissez moins bien la richesse. Vous empêchez notamment les États de faire leur boulot, qui est de redistribuer les gains et les pertes, soit du progrès technologique, soit de l'ouverture des marchés. Libre-échange. Deuxième faiblesse de l'Europe, c'est évidemment la monnaie unique. La monnaie unique, c'est un grand deal, hein, à nouveau. Delors veut prolonger le marché unique avec une monnaie unique. Mitterrand et Kohl font un deal sur la réunification d'Allemagne, cette démarque contre l'eurozone, mais aux conditions de la Bouba. C'est l'Allemagne qui dit à quoi va ressembler l'eurozone. Et nous vivons sous le régime allemand, depuis. Et l'Allemagne, qui au fond, depuis la guerre, n'a jamais essayé de se mettre en avant, et le déteste toujours autant aujourd'hui qu'il y a 50 ans, aujourd'hui se dit, oulala, je suis maintenant, j'ai le gouvernail dans les mains, qu'est-ce que j'en fais? Parce que qui dirige aujourd'hui l'Union européenne? Ce sont nos États membres, soit, je vais reprendre le mot de Charles de Gaulle, l'Europe, c'est l'alliance franco-allemande et les autres sont des légumes. Bon, peu connu, mais authentique. L'ennui, c'est que la France est en train de devenir aussi un légume. Hein? En tous les cas, une drôle de salade. Donc, ici, il y a une vraie difficulté, c'est que l'Allemagne se retrouve toute seule. Et on le voit, ce n'est pas un hasard. Si Madame Merkel traverse l'Atlantique, enfin, il y a la tempête de neige, donc elle n'est pas encore arrivée, mais de quoi va-t-elle parler? Des réfugiés, sûrement, mais aussi du surplus commercial. Attendez voir, le surplus commercial de qui? En quoi ça regarde l'Amérique, le surplus commercial de l'Allemagne? Le surplus commercial de l'Europe, oui, mais alors c'est l'Europe qui en parle. C'est Mme Malmström ou c'est le président Juncker? On est hors de la logique dans un domaine de compétences communautaires. Voilà. Donc, je reviens à cette malheureuse Allemagne qui emporte le morceau en imposant ces normes pour la construction de l'eurozone, et l'eurozone part, hélas, à la dérive très vite. Pourquoi? Je crois, parce qu'on a laissé les pays tentés par les bateaux d'intérêt faire n'importe quoi, en se disant les marchés financiers vont contrôler la Grèce, l'Espagne, le Portugal, mais les marchés financiers, merci à la doctrine néolibérale, ils n'étaient pas là. Donc ils n'ont rien fait, ils ont laissé ces pays dépenser trop et faire des déficits extérieurs. L'Europe a importé la crise des subprimes américains. Elle l'a importée. Je veux dire, ce n'est pas un accident, ce n'est pas quelque chose qui était imprévisible.
dès 2007, on sait qu'il y a une crise qui est en train de se préparer, et quand c'est la Banque Centrale Européenne dont on y tente bien, la Banque Centrale Européenne surveille l'endettement des États, mais pas l'endettement des banques, qui dans certains pays dépasse de loin l'endettement des États, et va mettre les États avec des dettes souveraines catastrophiques. La Banque Centrale Européenne ne voit pas, elle surveille l'inflation courante, mais pas l'inflation des actifs. Les bulles immobilières ou boursières, elle ne les voit pas. On pourrait dire que, je ne sais pas moi, entre banquiers centraux, on se parle, non? Enfin, le premier mardi de chaque mois à Bâle, il y a quand même une réunion où des banquiers centraux, Banque Centrale Européenne, Américaine, l'Allemagne, etc., bavardent. Personne ne sait qu'il y a des actifs incertains, dangereux, qui sont en train de s'accumuler dans les banques. Personne, ils ne parlent pas de ça. De quoi est-ce qu'ils parlent? Est-ce qu'il faut vraiment un dispositif de risque systémique comme on l'a entre-temps mis en place? Mais à l'époque, on ne savait pas. Moi, je vous dis qu'on savait. La Banque des règlements internationaux, qui est admirablement organisée et qui a fait son boulot dans cette affaire, ça, tous les auteurs qui étudient cette crise le relèvent, avaient récolté les données et avaient prévenu certains chefs de gouvernement qu'on allait vers des dettes, des créances douteuses, et que les créances douteuses doublées à de l'endettement, lorsque la croissance ralentit, ça fait des faillites. Et des faillites systémiques. Bon. Donc l'Europe est pour quelque chose dans cette crise. On ne peut pas simplement dire c'est américain. Maintenant, la chose amusante, si on veut, c'est que l'Amérique en est sortie. Mais nous pas. La croissance de l'eurozone a été la moitié de celle des États-Unis depuis la crise. La moitié. Et avec quoi nous nous retrouvons? Avec encore près de 10% de chômeurs, des inégalités qui croissent, un endettement public qui a encore augmenté. Franchement, ce n'est pas impressionnant, mais le plus grave n'est pas là. Le plus grave, c'est la divergence à l'intérieur de l'eurozone entre le noyau qui marche bien autour de l'Allemagne et les autres. Une zone monétaire n'est pas faite pour créer de la divergence, elle est là pour faire de la convergence. Et pour ça, il faut des politiques. Donc moi, je crois qu'il y a ce grand problème de la zone monétaire qui, quelque part, exerce un effet quasi déflationniste sur l'Europe. Alors c'est très bien d'avoir des politiques de l'offre, j'ai de la sympathie pour la politique de l'offre, mais il y a la condition que ce soit équilibré par une politique de la demande. Les deux sont inséparables. Il faut être fou ou incompétent pour ne parler qu'un langage, alors que les deux, la synthèse, l'équilibre entre les deux est le cœur du succès en matière de croissance à long terme. Bon, la troisième chose qui n'a pas